Je me tenais là, les mains tremblantes sur les accoudoirs de ce maudit fauteuil roulant. Devant moi, Marie, ma femme, avait le visage décomposé, son teint habituellement parfait virant au blanc cireux. À sa droite, Maître Pierre Duval, notre avocat de famille, ressemblait à un poisson hors de l'eau, sa bouche s'ouvrant et se refermant en silence. Le silence qui avait suivi mes mots était assourdissant, rompu seulement par le cliquetis de ses lunettes tombant de son nez pour s'écraser sur le tapis épais. Comment est-ce possible? Avait-il balbutié, les yeux rivés sur mes jambes. Mes jambes que j'avais gardées immobiles, inutilisées pendant 2 longues années. Le piège se refermait sur moi, mais il se refermait aussi sur eux. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri, un sourire froid et teinté d'amertume. J'avais attendu ce moment. J'avais savouré l'idée de cette confrontation depuis le moment où j'avais compris l'ampleur de leur machination. Mais comment en étais-je arrivé là? La vérité, c'est que tout avait commencé il y a 2 ans, avec cet accident de voiture, ou plutôt avec la certitude que Marie me trompait. J'avais vu des signes, des messages, des absences. La douleur était si vive, si insupportable, que lorsque les médecins m'avaient annoncé que je ne marcherais peut-être plus, une idée folle m'avait traversé l'esprit. Une idée absurde, dictée par la jalousie et le désespoir. Simuler la paralysie. Je pensais que si Marie me voyait vulnérable, dépendante, si elle se sentait coupable de sa trahison, elle finirait par m'aimer à nouveau. Ridicule, n'est-ce pas? La douleur est une mauvaise conseillère, croyez-moi. Les premiers mois, elle avait joué le rôle de l'épouse dévouée. Chloé, ma réceptionniste au bureau, une femme formidable et pleine de tact, me l'avait souvent dit. Monsieur Moreau, Madame Marie est admirable. Elle ne vous quitte pas d'une semelle. Mais même à l'époque, son admiration me dérangeait. C'était trop parfait, trop théâtral. Mais j'étais tellement désespéré d'être aimé que j'avais choisi d'y croire, ou du moins, de faire semblant d'y croire. Le château dans lequel je vivais à l'époque, près de Versailles, était devenu une prison dorée. Je passais mes journées dans mon fauteuil observant Marie, cherchant la moindre preuve qu'elle était sincère, que mon stratagème fonctionnait. Je faisais mes exercices secrets la nuit, dans le sous-sol du bureau, un grand immeuble du quartier Saint-Germain à Paris, où j'allais parfois pour ne pas rester seul à la maison. C'était le seul endroit où je me sentais un peu libre, où mes jambes pouvaient enfin bouger. Notre première rencontre, celle qui allait tout changer, avec cette petite Sophie, elle est un peu floue dans ma mémoire, honnêtement. Il y a des détails qui se mélangent. Je ne suis pas sûr si c'était un mardi ou un mercredi. Ce qui est sûr, c'est que je l'avais déjà vue avant, cette petite ombre. Elle se cachait souvent dans les recoins du hall, une sorte de fantôme, se nourrissant peut-être des restes ou juste cherchant la chaleur. Mais je ne l'avais jamais vraiment regardée. Les gens comme moi, plongés dans leurs propres mensonges, on a du mal à voir au-delà de notre propre nombril, n'est-ce pas? Ce jour-là, elle m'a interpellé, ou plutôt, elle a interpellé le monde entier dans ce hall si policé. Vous pouvez marcher, mais votre femme ne veut pas que vous le fassiez, avait-elle lancé, sa petite voix écorchée par la faim et le froid. Mon cœur s'était emballé. Les gardes de sécurité se sont mis à courir dans ma direction, et Chloé, la réceptionniste, est arrivée en courant pour la chasser. Mais la petite s'était accrochée à mon bras, répétant des mots que mon esprit refusait d'enregistrer. Ce n'est que lorsqu'elle a murmuré de nouveau, en me regardant droit dans les yeux, des yeux noirs, vifs, étrangement profonds pour une enfant, que je l'ai vraiment entendue. Je vous ai vu marcher au sous-sol la nuit, quand vous pensez que personne ne regarde. Là, je me suis figé. Mes mains se sont mises à trembler sur les rousses du fauteuil. J'ai oublié comment respirer pendant un instant. Comment cette enfant savait-elle? Qui était-elle? Comment était-elle entrée? Des questions stupides, des questions paniquées. Comment tu sais ça? Qui es-tu? Comment tu es entrée ici? Ai-je réussi à articuler ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu? Je m'appelle Sophie, avait-elle dit.
Je dors ici dans le bâtiment parfois. Je n'ai pas de maison. » Ses yeux brillaient de larmes ravalées. Je pensais que personne ne me croirait. Chloé s'est approchée rapidement, essayant de chasser la gamine. « Monsieur Moreau, je vais appeler la sécurité. Cette fille ne devrait pas être ici. »« Attendez, » avais-je dit, levant la main, mon cerveau tourbillonnant pour digérer ce que j'avais entendu. « Laissez-la parler. » Sophie avait jeté un coup d'œil nerveux autour d'elle. Le hall de l'immeuble de bureau était impressionnant, tout en marbre blanc et plantes ornementales que je n'avais jamais vraiment remarquées le jour. La nuit, cachée dans l'ombre, tout devait paraître différent. Je vous ai vu descendre seul au parking, marcher normalement sans votre fauteuil. Ensuite, votre femme est arrivée et vous vous êtes disputés. Mon sang s'était glacé. Marie avait été là la veille au soir. Nous avions effectivement parlé dans le parking souterrain, à l'abri des regards indiscrets. Du moins, c'est ce que je croyais. « C'est impossible », avait dit Chloé, secouant la tête. « Monsieur Moreau a eu un accident il y a 2 ans. Il ne peut pas marcher. » Sophie avait reculé d'un pas, mais son regard était resté ferme. Il marchait, et sa femme a dit qu'il devait arrêter cette comédie, sinon elle dirait à tout le monde qu'il simulait. Les mots m'avaient frappé comme un coup de poing. Chaque syllabe était exacte. Chaque mot avait été prononcé exactement comme Sophie le rapportait. Mais comment une enfant des rues pouvait-elle connaître des détails aussi intimes de ma vie? « Où étais-tu? » avais-je demandé, ma voix presque un murmure. « Derrière le pilier vert, près des voitures. Je me cache toujours là quand il fait trop froid dehors. Personne ne va jamais dans ce coin. » Je connaissais bien ce pilier. C'était précisément l'endroit où je faisais mes exercices secrets, où je bougeais mes jambes que tout le monde croyait paralysées. L'endroit que j'avais choisi parce que c'était le plus isolé de tout le parking. « Sophie, c'est ça? » J'avais pris une profonde inspiration. « Es-tu sûre de ce que tu as vu? » La petite avait hoché la tête avec véhémence. « Oui. » La dame blonde est arrivée en colère et a dit « Tu avais accepté de garder le secret, que si quelqu'un le découvrait, ça ruinerait tous les plans. » Chloé regardait l'un et l'autre, essayant de comprendre la conversation. J'ai réalisé que je devais prendre une décision rapide. Soit tout nier et renvoyer la petite, soit prendre le risque d'entendre ce qu'elle avait d'autre à dire. « Chloé, pouvez-vous nous laisser seuls quelques minutes? »« Monsieur Moreau, je ne pense pas que ce soit sûr, s'il vous plaît. » La réceptionniste avait hésité, mais s'était finalement éloignée. J'avais observé Sophie plus attentivement. Elle devait avoir environ 10 ans, trop mince, les cheveux bruns en bataille et des vêtements qui avaient dû être beige clair, mais qui étaient maintenant d'un brun indéfini. Ses yeux, cependant, brillaient d'une intelligence qui me surprit. « Depuis combien de temps dors-tu dans l'immeuble? » « Environ 3 mois, depuis que la maison où je vivais, depuis que je n'ai plus d'endroit où rester. » J'ai remarqué comment elle avait évité de donner des détails. Il y avait de la douleur dans ses jeunes yeux, une douleur que je reconnaissais. « Et m'as-tu vu marcher d'autres fois? »« Oui, plusieurs fois. Toujours tôt le matin, vous faites des exercices, vous marchez d'avant en arrière. Parfois, vous restez juste immobile, ne bougeant que vos jambes. » Chaque mot confirmait ce que je craignais. Ma tromperie avait été découverte par la personne la moins probable qui soit. « Sophie, as-tu raconté ça à quelqu'un? » « Non, qui me croirait? Je ne suis qu'une fille qui vit dans la rue. »« Alors pourquoi me le dire maintenant? » Sophie avait mordu sa lèvre inférieure, hésitant. « Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu votre femme parler à un homme dans le parking. Ils ont parlé de vous, et ce n'était pas bon. » Mon estomac s'est noué. Quel genre de conversation? L'homme a demandé si vous continuiez à mentir. Elle a dit oui, que vous étiez trop bête pour réaliser qu'elle savait tout. Ensuite, il a parlé de papiers, de documents importants. J'ai fermé les yeux. Des documents? Cela ne pouvait être que les papiers de l'entreprise, ou pire, quelque chose lié à l'héritage que j'avais reçu de mon père l'année précédente. Marie n'avait aucun accès légal à ses biens tant que j'étais sain d'esprit et de corps. « Sophie,
Reconnaîtrais-tu cet homme si tu le revoyais? Je pense que oui. Il était grand, portait des lunettes et avait une mallette noire. Oh, et votre femme l'a appelé docteur quelque chose. Docteur, j'ai dégluti difficilement. Cela pourrait être Maître Pierre Duval, l'avocat de la famille, l'homme à qui j'avais fait confiance pour gérer mes biens après le soi-disant accident. Sophie, as-tu un endroit où rester ce soir? J'ai mon petit coin ici dans le bâtiment. Personne ne me dérange jamais. Non, ce n'est pas bien. Tu es une enfant. Tu devrais être à l'école dans une maison. J'ai essayé, mais quand on n'a pas de papier ou de famille, les gens ne veulent pas de vous. La simplicité de la phrase m'a transpercé le cœur. Voici une fille qui avait tout perdu, survivant seule, et pourtant elle s'était inquiétée de me prévenir de quelque chose qui pourrait me nuire. Sophie, je vais te faire une offre. Voudrais-tu rester chez moi quelques jours pendant que nous réglons cette situation? Votre femme n'aimera pas. Ma femme n'a pas besoin de tout savoir. Sophie semblait considérer l'offre, mais secoua la tête. Je ne peux pas. Et si elle découvre que je connais votre secret? Ça pourrait être dangereux pour vous. J'ai été frappé par la maturité de sa réponse. Cet enfant, malgré son jeune âge, comprenait les complications de la situation mieux que bien des adultes. Alors, faisons différemment. Tu continueras à rester ici dans l'immeuble, mais je m'assurerai que tu aies de la nourriture et des vêtements propres. En retour, tu m'aideras à en savoir plus sur cette conversation que tu as entendue. Vous allez continuer à faire semblant de ne pas pouvoir marcher? La question m'a pris au dépourvu. Pendant 2 ans, j'avais menti à tout le monde, y compris à moi-même parfois. Mais quelque chose dans l'honnêteté de cet enfant me donnait envie d'être tout aussi honnête. Sophie, la vérité est compliquée. J'ai commencé à faire semblant parce que j'ai découvert que ma femme me trompait. Je pensais que si elle avait pitié de moi, si elle se sentait coupable, peut-être qu'elle m'aimerait à nouveau. Ça a marché. Au début, oui. Elle a arrêté de sortir et est restée plus souvent à la maison, s'est occupée de moi. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'elle était toujours différente et maintenant, je découvre qu'elle sait que je simule et qu'elle utilise ça d'une manière ou d'une autre. Sophie écoutait attentivement, avec un sérieux qui ne correspondait pas à son âge. Mon père aussi faisait parfois semblant d'être malade. Il disait qu'il avait mal au dos pour ne pas aller travailler. Ma mère le découvrait toujours et ils se disputaient beaucoup. Qu'est-il arrivé à tes parents, Sophie? Ils ne sont plus là. C'est pour ça que je vis dans la rue. Je n'ai pas voulu insister pour avoir plus de détails. La douleur dans ses yeux suffisait à comprendre qu'elle avait perdu plus que ce qu'un enfant devrait perdre. Sophie, tu es très courageuse et très intelligente. Sans toi, je n'aurais jamais découvert que Marie savait tout. Qu'allez-vous faire maintenant? J'ai réfléchi un instant. Pendant 2 ans, j'avais vécu un mensonge. Et maintenant, je découvrais que ma femme non seulement connaissait la mascarade, mais en tirait aussi profit. D'abord, je vais découvrir exactement ce qu'elle complote. Ensuite, je prendrai une décision concernant ma vie et concernant votre femme. Ça dépendra de ce que nous découvrirons. Sophie a hoché la tête comme si elle comprenait la complexité de la situation. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi vous n'arrêtez pas de faire semblant et ne dites pas la vérité à tout le monde? La simplicité de la question m'a laissé sans voix pendant quelques secondes. Pourquoi ne m'étais-je pas arrêté? Qu'avais-je à perdre à part une femme qui me trahissait et prétendait s'occuper de moi? Tu sais, Sophie, je pense que c'est la peur. La peur d'admettre que j'ai fait une erreur. La peur d'affronter les conséquences. Ma mère disait toujours que la vérité fait mal au début, mais après, on se sent mieux. J'ai souri. C'était le premier sourire authentique que j'avais eu depuis des mois. Ta mère était sage. Oui, elle l'était. C'est elle qui m'a appris à observer les gens, à remarquer quand ils mentaient ou quand ils étaient vraiment tristes. C'est comme ça que vous m'avez découverte? Non, je t'ai découverte juste en observant. Mais votre femme, elle a la même manière de faire que ma tante quand elle mentait à ma mère. Ses yeux deviennent durs, vous savez.
comme si elle pensait à quelque chose de mauvais. J'ai absorbé les mots de Sophie. Une enfant de 10 ans avait réussi à lire ma femme mieux que moi en des années de mariage. Sophie, serais-tu prête à m'aider à en savoir plus sur les plans de Marie? Comment tu pourrais continuer à observer? Noter les conversations que tu entends, voir qui elle rencontre, mais seulement si tu te sens en sécurité en le faisant. Sophie semblait excitée par l'idée. Je peux faire ça. Je suis douée pour me cacher et les gens ne remarquent jamais un enfant. Mais tu dois être prudente. Si c'est dangereux, tu arrêtes immédiatement. Compris. J'ai sorti mon portefeuille de la poche intérieure de ma veste et j'en ai sorti quelques billets. Pour que tu achètes à manger et demain je t'apporterai des vêtements propres. Sophie a regardé l'argent avec surprise. Je ne veux pas votre argent gratuitement. Ce n'est pas gratuit, c'est le paiement pour le travail que tu vas faire. Le travail? Oui, tu vas être ma détective privée. Sophie a souri pour la première fois depuis qu'elle était arrivée. C'était un sourire timide, mais il a complètement transformé son visage. Je n'ai jamais été détective avant. Moi non plus, je n'ai jamais fait semblant d'être en fauteuil roulant avant. On apprend en faisant. Chloé s'est de nouveau approchée, visiblement inquiète de la durée de la conversation. Monsieur Moreau, votre femme a appelé, elle vient vous chercher. J'ai senti tout mon corps se tendre. Marie ici maintenant, avec Sophie présente, ça pourrait être compliqué. Sophie, tu dois partir maintenant. Nous nous retrouverons demain à la même heure. Je peux venir plus tôt. Je me réveille avant le lever du soleil. Alors à 7 heures du matin, ici dans le hall. Sophie a hoché la tête et a commencé à s'éloigner, mais elle s'est arrêtée et est revenue. Monsieur Moreau? Oui. Merci de m'avoir cru. J'ai senti une oppression dans ma poitrine. Quand était la dernière fois que quelqu'un m'avait remercié pour quelque chose d'aussi simple que de croire? Merci à toi, Sophie, d'avoir eu le courage de me dire la vérité. La petite s'est dépêchée de partir, disparaissant à travers les portes tournantes de l'immeuble. Chloé a tout regardé avec une curiosité mal dissimulée. Monsieur Moreau, puis-je demander ce que cette fille voulait? Elle cherche un emploi pour sa mère. J'ai pensé que je pourrais l'aider. Le mensonge était sorti naturellement, un de plus parmi tant d'autres que j'avais racontés ces dernières années. Mais cette fois, mentir me faisait me sentir encore plus mal. 15 minutes plus tard, Marie est arrivée. Même à 42 ans, elle restait une femme magnifique, avec des cheveux blonds toujours impeccablement coiffés et des vêtements chers qui accentuaient sa silhouette. Mais maintenant, en l'observant avec les yeux ouverts par la révélation de Sophie, j'ai remarqué quelque chose de différent dans son expression. « Comment s'est passée ta journée, mon amour? » a-t-elle demandé, me donnant un baiser mécanique sur le front. Calme, réunion, paperasse, rien de spécial. Des nouvelles? J'ai hésité. Cherchait-elle des informations sur Sophie? Rien d'important. Comment s'est passée ta journée? Je suis allé au salon, puis j'ai déjeuné avec des amis. Tu sais, la routine habituelle. J'ai observé ses yeux pendant qu'elle parlait. Sophie avait raison. Il y avait quelque chose de calculé là. Une froideur que je n'avais pas remarquée auparavant. Dans la voiture, sur le chemin du retour vers notre grand appartement parisien, Marie était plus bavarde que d'habitude. Julien, Maître Duval a appelé aujourd'hui. Il veut fixer un rendez-vous pour examiner des documents. Mon cœur s'est emballé. Maître Duval, l'homme que Sophie avait vu dans le parking. Quel genre de documents? Il n'a pas précisé. Il a dit que c'était de la routine, un examen annuel de tes biens et d'investissement. Étrange, il fixe généralement ses rendez-vous directement avec moi. J'ai dit que je pouvais faire l'intermédiaire, puisque je m'occupe davantage des papiers de la maison dernièrement. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, j'étais alarmé. Marie n'avait jamais montré d'intérêt pour les aspects financiers de ma vie, et maintenant, par coïncidence, elle voulait faire l'intermédiaire pour les rendez-vous avec l'avocat. Quand veut-il se rencontrer? Demain, si possible, dans la matinée. J'ai des réunions importantes à l'entreprise demain. Tu ne peux pas reporter?
Maître Duval a dit que c'était urgent. Urgent? Il a utilisé ce mot. Oui, il a dit que ça avait à voir avec ta condition médicale et des mises à jour nécessaires à la documentation. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Des mises à jour de documentation liées à ma condition médicale ne pouvaient signifier qu'une chose. Des papiers de tutelle. D'accord, je vais essayer de réorganiser mon emploi du temps. Parfait, j'ai déjà confirmé pour 10 heures du matin à son bureau. Le reste du trajet s'est passé en silence. Je faisais semblant de regarder par la fenêtre, tandis que mon esprit travaillait frénétiquement. Si Marie savait vraiment que je simulais la paralysie, et si elle complotait avec Maître Duval pour obtenir la tutelle, elle aurait un accès total à mes biens. À la maison, pendant le dîner, j'ai observé chacun des mouvements de ma femme, la façon dont elle évitait mon regard en me parlant de l'avocat, comment ses mains tremblaient légèrement en versant le vin, comment elle vérifiait son téléphone plus souvent que d'habitude. « Marie, je peux te poser une question? »« Bien sûr. Es-tu heureuse avec moi? » La question l'a prise au dépourvu. Marie a arrêté de mâcher et m'a regardé avec surprise. « Quelle drôle de question, Julien. Pourquoi tu demandes ça? »« Juste curieux. Parfois, je pense que notre vie a beaucoup changé après l'accident. » « Oui, elle a changé, mais nous sommes adaptés, non? J'ai appris à prendre soin de toi. Tu as appris à gérer tes limitations. Et tu ne regrettes pas comment c'était avant? » Marie a hésité un très bref instant, ce qui n'a pas échappé à mon attention. « Bien sûr que oui, mais c'est la vie, n'est-ce pas? On ne peut pas choisir ce qui nous arrive. Et si je guérissais, si par un miracle, je pouvais marcher à nouveau? » Julien, les médecins ont été clairs. La blessure est permanente. Mais si ce n'était pas le cas, hypothétiquement, je n'aime pas penser à ces choses. Il vaut mieux accepter la réalité et aller de l'avant. J'ai hoché la tête, mais j'ai remarqué que Marie avait esquivé la question. Elle n'avait pas dit qu'elle serait heureuse si je guérissais. Elle avait dit d'accepter la réalité. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir en observant Marie dans le reflet du miroir de l'armoire. Elle était éveillée sur son téléphone, envoyant des messages. De temps en temps, elle regardait dans ma direction comme pour s'assurer que je dormais. Vers 2 heures du matin, Marie s'est levée silencieusement et a quitté la chambre. J'ai attendu quelques minutes, puis je l'ai suivie dans mon fauteuil roulant. Elle était dans le salon, parlant au téléphone à voix basse. Oui, il a accepté le rendez-vous. Il ne se doute de rien. Les documents sont-ils prêts? Parfait. Après ça, tout sera à nous. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Marie conspirait vraiment contre moi. Et d'après le ton de la conversation, les plans étaient bien avancés. Je suis retourné dans la chambre aussi discrètement que possible et j'ai passé le reste de la nuit les yeux ouverts à planifier ma prochaine étape. Je devais retrouver Sophie le matin et lui raconter ce que j'avais découvert. Ensemble, peut-être pourrions-nous arrêter ce que Marie complotait. À 6 heures du matin, j'ai dit que je devais aller au bureau tôt pour réorganiser mon emploi du temps avant la réunion avec Maître Duval. Marie a semblé satisfaite de la nouvelle. Parfait. Comme ça, tu ne seras pas nerveux pour la réunion. Je suis arrivé à l'immeuble à 7 heures pile et j'ai trouvé Sophie qui m'attendait dans le hall. Elle portait les mêmes vêtements que la veille, mais avait essayé de se coiffer. « Bonjour Sophie, bien dormi? »« Oui, et vous? Vous avez l'air fatiguée. » J'ai souri. La petite était effectivement observatrice. Je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai découvert des choses la nuit dernière. J'ai découvert des choses aussi, vous d'abord. Sophie a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Hier soir, votre femme est revenue ici. Elle a rencontré l'homme aux lunettes dans le parking. Quelle heure? Vers 23h30. Ils ont parlé longtemps. Elle était nerveuse, elle faisait les 100 pas. As-tu pu entendre quelque chose? Oui. Ils ont parlé de vous qui aviez accepté un rendez-vous. L'homme a dit qu'il avait déjà tous les papiers prêts et qu'après-demain, elle aurait le contrôle de tout. J'ai fermé les yeux. Après-demain. Donc la réunion d'aujourd'hui n'était que la première étape. Autre chose?
Oui, votre femme a demandé ce qui se passerait si vous découvriez la vérité avant. L'homme a dit que c'était déjà trop tard, que même si vous le découvriez, vous ne pourriez rien prouver. Sophie, tu es incroyable. Tu as réussi à découvrir plus en une nuit que moi en 2 ans. La petite a souri, visiblement fière. Maintenant, dites-moi ce que vous avez découvert. J'ai raconté la conversation téléphonique que j'avais entendue et les détails de la réunion prévue pour ce jour. Donc, ils vont essayer de vous faire déclarer inapte. Il semble que oui, avec les documents médicaux que j'ai, il serait facile d'obtenir une tutelle pour incapacité. Mais vous n'êtes pas incapable. Vous faites semblant. Exactement. Mais ils ne savent pas que je sais qu'ils savent. Sophie a fait une grimace confuse. C'est un peu compliqué, ça. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. Ça l'est vraiment. Mais ça nous donne un avantage. Comment? Ils pensent que je ne me doute de rien. Alors, je peux aller à cette réunion et découvrir exactement quel est leur plan. Mais et si c'est dangereux? J'ai été touché par la véritable inquiétude dans la voix de Sophie. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide à nouveau. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Pourrais-tu venir avec moi au bureau de Maître Duval? Tu n'entrerais pas dans la réunion, mais tu resterais à proximité. Si je ne sors pas dans l'heure, tu appelles ce numéro. J'ai noté le numéro de mon comptable, Monsieur Gérard Blanc, l'une des rares personnes en qui j'avais encore une confiance totale. Mais comment j'expliquerai pourquoi je suis là? Tu es intelligent. Tu trouveras un moyen de faire en sorte que ça paraisse naturel. Sophie a mis le papier dans la poche de son pantalon. Et après la réunion? Après, nous déciderons ensemble de la prochaine étape. À 9h30, Julien et Sophie ont quitté l'immeuble ensemble. J'avais demandé au chauffeur de la compagnie de les emmener au centre-ville où se trouvait le bureau de Maître Duval. Pendant le trajet, Sophie m'a posé des questions sur ma situation qui m'ont surpris par leur maturité. Vous regrettez d'avoir commencé à faire semblant? Chaque jour. Pourquoi? Parce que mentir vous change à l'intérieur. Chaque jour où je faisais semblant, je me sentais plus petit, plus faible, et j'ai fini par perdre de vue ce qui était réel et ce qui était un mensonge. Mais vous pouvez arrêter quand vous voulez, non? Physiquement, oui. Émotionnellement, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que je devrais admettre que j'ai menti à tout le monde pendant 2 ans. Je perdrais la confiance des gens. Peut-être l'entreprise, certainement ma femme. Mais si votre femme essaie de vous faire du mal, ne serait-ce pas une bonne chose de la perdre? J'ai regardé Sophie avec admiration. Comment une enfant pouvait-elle voir les choses si clairement? Sophie, quel âge as-tu exactement? 10 ans. Mais ma mère disait toujours que j'avais une âme vieille. Ta mère avait raison. En arrivant à l'immeuble où se trouvait le bureau de Maître Duval, j'ai donné des instructions à Sophie sur où rester et quoi faire si quelque chose tournait mal. N'oublie pas, 1 heure. Si je ne sors pas dans 1 heure, tu appelles Monsieur Blanc. Je me souviens, bonne chance. J'ai pris l'ascenseur, ressentant un mélange de nervosité et de détermination. Il était temps de découvrir jusqu'où la trahison de Marie allait. Le bureau de Maître Pierre Duval se trouvait au 12e étage d'un immeuble commercial du centre de Paris. Je connaissais bien cet environnement. Des murs lambrissés de bois sombre, des étagères remplies de codes juridiques et un grand diplôme de droit encadré en or. Marie était déjà là quand je suis arrivé, assise dans un fauteuil en cuir marron, feuilletant un magazine. Elle s'est levée immédiatement en me voyant. « Chérie, tu as pu tout réorganiser. Ce n'était pas trop la pagaille? » « Oui, j'ai réussi. Certains employés étaient contrariés, mais j'ai géré. » Maître Duval est apparu dans l'embrasure de son bureau privé. C'était un homme d'une 50aine d'années, grand, mince, avec des lunettes à monture dorée et des cheveux grisonnants peignés en arrière. Je le connaissais depuis 5 ans et je l'avais toujours considéré comme digne de confiance. « Julien, mon ami, comment vous sentez-vous? » « Bien, compte tenu des circonstances. »« Formidable, formidable.
Marie, ma chère, merci d'avoir organisé cette réunion. Entrez, s'il vous plaît. La salle de réunion était spacieuse, avec une table ovale qui pouvait accueillir confortablement 8 personnes. Maître Duval s'est assis à la tête, Marie à sa droite, et je me suis positionné à gauche. Eh bien, allons droit au but, a commencé l'avocat, ouvrant un dossier plein de documents. Julien, comme vous le savez, nous avons suivi votre condition médicale depuis l'accident, et malheureusement, les rapports les plus récents ne sont pas très encourageants. J'ai senti mon cœur s'accélérer, mais j'ai gardé une expression neutre. Rapport. Je ne me souviens pas avoir fait de nouveaux examens récemment. Ah oui, Maître Duval a feuilleté quelques papiers. Les rapports psychologiques que j'ai demandés, Marie m'a dit que vous montriez des signes, comment dire, d'instabilité émotionnelle. J'ai regardé ma femme qui a évité mon regard. Instabilité émotionnelle. Selon Marie, vous avez eu des épisodes de confusion, des périodes où vous croyez pouvoir marcher à nouveau, même des tentatives de vous lever de votre fauteuil. La froideur avec laquelle Marie avait transformé mes exercices secrets en symptômes de folie m'a laissé sans voix un instant. Je ne me souviens pas de vous avoir dit cela, Marie. Chérie, parfois tu ne te souviens pas de tout. C'est normal compte tenu du traumatisme que tu as subi. Maître Duval a hoché la tête avec compréhension. Julien, je sais que c'est difficile à accepter, mais dans des cas comme le vôtre, où il y a une lésion de la colonne vertébrale associée à un traumatisme psychologique, il n'est pas rare que des symptômes de déconnexion de la réalité apparaissent. Déconnexion de la réalité, ai-je répété les mots lentement? Des épisodes où le patient croit être dans des conditions physiques différentes de celles qu'il est réellement. Marie a signalé que vous parlez parfois de conduire à nouveau, de jouer au tennis, des activités que nous savons impossibles compte tenu de votre état. J'ai réalisé le piège qu'ils avaient tendu. Toute protestation de ma part serait interprétée comme un autre symptôme de déconnexion de la réalité. Et quelle solution proposez-vous? Maître Duval et Marie ont échangé un regard rapide. Eh bien, compte tenu de la progression des symptômes et de la nécessité de protéger vos biens des décisions qui pourraient être, disons, pas entièrement lucides, je suggère d'envisager la possibilité d'une tutelle partielle. Tutelle? Ce serait temporaire, comprenez? Seulement jusqu'à ce que votre état se stabilise. Marie prendrait en charge la gestion de vos biens et de votre entreprise, assurant que tout est géré de manière responsable. J'ai regardé ma femme qui a enfin trouvé le courage de me rencontrer du regard. Marie, est-ce ce que tu veux? Julien, je ne veux que ce qui est le mieux pour toi. J'ai vu à quel point tu es bouleversé en essayant de gérer les responsabilités de l'entreprise. Ce serait un soulagement pour toi de te concentrer uniquement sur ta convalescence. Ma convalescence de quoi exactement? De la blessure, mon amour, et des problèmes émotionnels qu'elle a entraînés. Maître Duval est retourné feuilleter les documents. Julien, je sais que cela peut sembler drastique, mais c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Marie a prouvé être une soignante exemplaire et avec la tutelle, elle pourrait prendre des décisions plus rapidement si nécessaire. Quel genre de décision? Investissement, vente d'actifs, si nécessaire pour financer des traitements, ce genre de choses. J'avais l'impression d'être dans un piège, se refermant lentement. Chaque mot confirmait les soupçons soulevés par Sophie. Et si je ne suis pas d'accord? Marie s'est penchée en avant, touchant ma main. Pourquoi ne serais-tu pas d'accord? Je suis ta femme, la personne qui t'aime le plus au monde. Qui de mieux pour veiller sur tes intérêts? La personne qui m'aime le plus. J'ai répété les mots lentement. Marie, je peux te poser une question? Bien sûr. Tu m'aimes? La question l'a prise complètement au dépourvu. Ses yeux se sont écarquillés et elle a bégayé pendant quelques secondes. Quoi? Quel genre de question est-ce? Bien sûr que je t'aime. Alors pourquoi as-tu une liaison avec mon frère Philippe depuis 8 mois? Le silence qui a suivi était assourdissant. Marie a pâli instantanément et Maître Duval a semblé tout aussi choqué. Julien, de quoi parles-tu? A réussi à dire Marie.
Je parle de ta liaison avec Philippe, des voyages à l'Hôtel du Soleil couchant le mercredi, des messages que vous échangez, des fois où il vient ici à la maison quand il pense que je dors. Marie a regardé Maître Duval en panique. Il, il fait une crise. C'est exactement ce que je vous ai dit, maître. Il invente des choses. Il croit à des situations qui n'existent pas. Marie fouilla pas. Ma voix était calme mais ferme. Le 15 mars, tu étais avec Philippe dans son appartement. Vous avez commandé une pizza de la pizzeria Luigi. Tu portais une blouse bleue et une jupe noire. Philippe a ouvert la porte en short en jean. La précision des détails a fait perdre toute couleur à Marie. Comment tu... Qui t'a dit ça? Personne ne me l'a dit. Je l'ai vu. Impossible. Tu ne peux pas quitter la maison seule. Je ne peux pas. J'ai souri froidement. Marie, crois-tu vraiment que je ne peux pas marcher? Julien, arrête ça. Maître Duval a essayé d'intervenir. Ces hallucinations sont exactement ce dont nous discutions. Hallucinations? Je me suis tourné vers l'avocat. Maître Duval, saviez-vous que Marie est au courant que je fais semblant d'être paralysé depuis au moins 6 mois? Quoi? Maître Duval a regardé de moi à Marie. Marie, de quoi parle-t-il? Il délire. Maître, s'il vous plaît, procédons avec les documents. Marie s'est levée brusquement de sa chaise. Ça suffit, Maître Duval. Vous voyez, il est complètement détaché de la réalité. Il a besoin d'être hospitalisé immédiatement. S'il vous plaît, asseyez-vous. Maître Duval a levé les mains. Clarifions cette situation calmement. J'ai pris une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. Maître Duval, je vais tout clarifier une fois pour toutes. Et puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais fait devant personne depuis 2 ans. J'ai posé mes mains sur les accoudoirs du fauteuil roulant et je me suis lentement levé. Marie a laissé échapper un cri étouffé. Maître Duval s'est levé, la bouche bée, complètement paralysée. Je suis resté debout pendant quelques secondes, regardant directement ma femme. Surprise, Marie. Comment est-ce possible? A réussi à bégayer Maître Duval. C'est possible parce que je n'ai jamais été vraiment paralysé. J'ai fait semblant pendant 2 ans, et ma chère épouse l'a découvert il y a des mois. Et au lieu de me confronter, elle a décidé d'utiliser cette information pour me faire chanter et voler mes biens. Marie a reculé jusqu'à heurter le mur. Julien, tu ne comprends pas. Je peux expliquer. Expliquer quoi? Que toi et mon frère avez planifié toute cette mascarade de tutelle. Que vous avez déjà décidé comment vous allez vous partager mon argent. Que tu as enregistré mes confessions pour les utiliser comme preuve que je suis mentalement instable. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment, Marie? Dis-moi, puisque nous clarifions tout. Maître Duval s'est levé, clairement perturbé. Julien, s'il vous plaît, asseyez-vous. Discutons de cela civilement. Civilement? J'ai ri d'un rire sans humour. Maître Duval, avez-vous volontairement participé à cette farce? Ou avez-vous été trompé également? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Marie est venue me voir inquiète de votre état mental. Elle a présenté des rapports médicaux. Quel rapport? De quel médecin? Maître Duval a fouillé nerveusement les papiers sur son bureau. De docteur... Il s'est arrêté, regardant Marie avec suspicion. Marie, ces rapports n'ont pas de cachet médical officiel. Maître Duval! La voix de Marie était désespérée. Julien est clairement en pleine crise psychotique. Regardez-le. Il croit qu'il peut marcher. Il peut marcher, Marie. Je suis en train de le regarder marcher. Mais c'est impossible. Les médecins se sont dit, « Quel médecin? » J'ai fait 2 pas vers elle. « Marie, ne t'es-tu jamais demandé pourquoi en 2 ans je n'ai jamais voulu de physiothérapie? Pourquoi je n'ai jamais voulu essayer de traitements expérimentaux? Pourquoi j'ai toujours refusé quand tu suggérais des consultations avec des spécialistes? » Marie m'a regardé comme si elle voyait un fantôme. Je pensais que tu étais déprimé.
que tu avais abandonné. Tu savais que je faisais semblant. Tu m'as surpris en train de faire de l'exercice au sous-sol il y a 6 mois, et tu as décidé de l'utiliser contre moi. Non, je l'ai découvert par accident, et j'étais confuse. Je ne savais pas quoi faire. Menteuse. Ma voix a résonné dans la pièce. Tu as tout planifié avec Philippe, la tutelle, la gestion de mes biens, probablement même me faire interner dans un asile pour avoir un accès libre à l'argent. Maître Duval s'est assis lourdement dans sa chaise. Mon Dieu, Marie, est-ce vrai? Marie a regardé les deux hommes et a réalisé que son stratagème s'était complètement effondré. Ses mains tremblaient en se rasseyant. D'accord, sa voix était presque inaudible. D'accord, je l'avoue. Je savais que Julien faisait semblant. Depuis combien de temps, ai-je demandé? 6 mois, comme tu as dit. Et mon frère, quand a-t-il su? Je lui ai dit quelques jours après l'avoir découvert. Et puis vous deux avez concocté ce plan de tutelle? Marie a hoché la tête en silence, les larmes commençant à couler sur son visage. Pourquoi, Marie? Pourquoi ne m'as-tu pas confronté directement? Parce que je ne t'aimais plus, Julien. Et quand j'ai découvert que tu me mentais depuis si longtemps, j'ai senti que j'avais le droit de me venger. Te venger en me volant mon argent? Ce n'était pas du vol, c'était une compensation pour les 2 ans que j'ai perdus à prendre soin de toi, à croire que j'aidais quelqu'un qui en avait vraiment besoin. J'ai ressenti un mélange de colère et de tristesse. Marie, tu n'as jamais pris soin de moi. Tu as engagé des infirmières, des kinésithérapeutes, des aides-soignants. Tu pouvais à peine supporter d'être dans la même pièce que moi. J'étais peut-être là physiquement, mais émotionnellement, tu étais déjà parti bien avant de découvrir ma tromperie. Maître Duval a éclairci sa gorge. Eh bien, compte tenu de ces révélations, la tutelle est évidemment hors de question. Julien, souhaitez-vous intenter une action en justice contre... Non, j'ai interrompu. Je ne veux pas de procès, je ne veux pas de scandale. Je veux juste retrouver ma vie. Marie m'a regardé avec surprise. Tu ne vas pas me dénoncer? Marie, nous avons tous les deux fait de terribles erreurs. J'ai menti sur mon état physique. Tu as menti sur le fait de m'aimer. Maintenant, nous sommes quittes. Et notre mariage? Je l'ai regardé longuement. Notre mariage a pris fin il y a longtemps. Nous n'avons juste pas eu le courage de l'admettre. Marie a baissé la tête, sanglotant doucement. Julien, je suis tellement désolé. Je sais que ça n'excuse rien, mais je suis vraiment désolé. Je suis désolé aussi, Marie. Désolé d'avoir menti, d'avoir créé toute cette situation. Maître Duval a ramassé les papiers sur le bureau. Eh bien, je détruirai tous ces documents et je vous suggère de consulter pour décider comment procéder à la séparation. J'ai hoché la tête. Maître Duval, merci d'avoir été trompé en même temps que moi. Je sais que vos intentions étaient bonnes. Julien, j'aurais dû enquêter plus en profondeur avant de proposer la tutelle. Je vous prie de m'excuser. J'accepte vos excuses. Je me suis tourné vers Marie une dernière fois. Marie, tu peux rester dans l'appartement aussi longtemps que tu en auras besoin pour t'organiser. Je vais loger à l'hôtel le temps que tu trouves un endroit. Julien, je ne mérite pas votre gentillesse. Personne ne mérite rien, Marie. Mais nous pouvons choisir d'être meilleurs que nos erreurs. Je me suis dirigé vers la porte, mais je me suis arrêté avant de partir. Oh, Marie, à propos de Philippe, savait-il depuis le début que je faisais semblant? Marie a hésité, mais a fini par hocher la tête. Il savait. Je comprends. Merci pour ton honnêteté. J'ai quitté le bureau en me sentant comme si un poids énorme avait été soulevé de mes épaules. Pour la première fois en 2 ans, je marchais librement, ne cachant rien à personne. Sophie m'attendait dans le hall de l'immeuble, feuilletant un magazine. Quand elle m'a vu marcher normalement, ses yeux se sont écarquillés. « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous marchez? » J'ai dit la vérité, Sophie, à tout le monde. Et maintenant, je vais commencer une nouvelle vie et tu vas m'aider avec ça. Comment?
D'abord, nous allons t'inscrire à l'école. Ensuite, tu vivras avec moi jusqu'à ce que nous trouvions une famille qui veuille vraiment t'adopter. Sophie m'a regardé avec suspicion. Pourquoi feriez-vous ça pour moi? Parce que tu m'as aidé à trouver le courage d'arrêter de mentir. Et parce que chaque enfant mérite une chance. Et si vous le regrettez, Julien, j'ai passé 2 ans à regretter de mentir. Je ne vais pas passer le reste de ma vie à regretter d'avoir fait quelque chose de bien. La petite a souri, et pour la première fois depuis que sa vie avait radicalement changé, elle a semblé vraiment heureuse. Je peux continuer à être votre détective privé? Bien sûr, mais maintenant, nous allons enquêter sur de bonnes causes, comme trouver la meilleure école du quartier, le meilleur foyer pour toi, la meilleure façon pour nous de commencer une nouvelle vie. Les mois qui ont suivi ont été une reconstruction complète pour moi, Julien. La première décision a été de vendre la maison où j'avais passé 2 ans à faire semblant d'être handicapé. Chaque pièce de cet endroit portait des souvenirs de ma tromperie et j'avais besoin d'un nouveau départ total. Moment, ici je dois faire une pause. Tout ça, cette histoire, ce n'est pas juste un conte de fées avec une morale à la fin. Vous savez, c'est le foutoir, la vie. J'ai menti, j'ai été trahi, j'ai manipulé, et pour être honnête, je ne savais pas vraiment où j'allais. Cette tutelle, cette idée de me faire déclarer fou pour me piquer mon argent, c'était d'une noirceur. Et moi, je jouais les victimes dans mon fauteuil. C'est bizarre, non, de se retrouver à ce point de non-retour. On se dit qu'on est au fond du trou, qu'il n'y a plus d'échappatoire. Mais parfois, c'est là que la vérité éclate et que des choses complètement inattendues, comme une enfant des rues, viennent tout bousculer. On se demande, est-ce que c'est une intervention divine ou juste la vie qui te renvoie tes conneries en pleine figure pour te forcer à changer? Je ne sais pas. Mais bon, revenons à nos moutons. Sophie s'était adaptée étonnamment bien à sa nouvelle vie. J'ai réussi à l'inscrire à l'école primaire du quartier, l'une des meilleures, où elle s'est rapidement distinguée par son intelligence et sa capacité d'observation qui m'avait tant impressionné. Julien, la maîtresse de maths a dit qu'elle n'avait jamais vu une enfant résoudre des problèmes aussi vite. Elle racontait Sophie lors du dîner, 3 mois après les événements du bureau de Maître Duval. C'est génial, Sophie. Et tes autres matières, comment ça va? Bien, mais tu sais ce que j'aime le plus? Quoi? La classe de français. Madame Perrin a dit que j'avais un talent pour écrire des histoires. J'ai souri. Sophie s'était complètement transformée. Ses cheveux étaient maintenant toujours propres et soignés. Elle avait de nouveaux vêtements adaptés à son âge, mais surtout, elle avait perdu ce regard hanté qu'elle portait lorsqu'elle vivait dans la rue. Quel genre d'histoire tu écris? Des histoires sur des gens qui mentent et qui découvrent ensuite qu'il est préférable de dire la vérité. J'ai ri. Inspiration autobiographique, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des histoires basées sur la vraie vie. Ah oui, j'écris sur nous. La phrase m'a profondément touché. Nous. Sophie avait trouvé en moi non seulement un foyer, mais une famille. Et j'avais trouvé en elle quelque chose que je ne savais pas chercher, un but plus grand que moi-même. Mon entreprise avait également subi des changements significatifs. J'avais décidé de dire la vérité à tous les employés sur ma supercherie, faisant face à l'humiliation et à la déception que cela avait causé. Beaucoup d'employés se sont sentis trahis, surtout ceux qui avaient fait des efforts supplémentaires pour s'adapter à mes prétendues limitations. Monsieur Moreau m'avait dit Chloé lors d'une des premières réunions après ma confession, les larmes aux yeux. Je ne comprends pas pourquoi vous nous avez fait ça. Chloé, je comprends votre indignation. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. Je ne peux qu'essayer de me racheter à partir de maintenant. Comment? Premièrement, tous ceux d'entre vous qui ont fait des efforts particuliers pendant ces 2 années recevront une prime. Deuxièmement, je vais mettre en œuvre un véritable programme d'accessibilité dans l'entreprise pour les employés qui en ont réellement besoin.
Troisièmement, je vais suivre une thérapie pour comprendre pourquoi j'en suis arrivé à mentir à tant de gens qui me faisaient confiance. Lentement, la confiance se reconstruisait. J'ai découvert que l'honnêteté, aussi douloureuse fut-elle au début, créait une base beaucoup plus solide pour les relations que n'importe quel mensonge n'avait jamais créé. Marie avait déménagé dans un petit appartement à Montmartre. Elle et moi nous rencontrions occasionnellement pour régler les questions bureaucratiques du divorce, des rencontres cordiales mais distantes. Comment va Sophie? M'a demandé Marie lors d'une de ces réunions 6 mois après la séparation. Très bien, c'est une enfant incroyable. Et oui, je vais l'adopter si elle veut être adoptée par moi. Julien, es-tu sûr d'être prêt à être père? Marie, je n'étais pas prête à faire semblant d'être paralysée, mais je l'ai fait pendant 2 ans. La différence, c'est que maintenant, je fais quelque chose qui en vaut la peine. Marie a hoché la tête et j'ai remarqué un changement en elle aussi. Elle était plus mince, semblait plus fatiguée, mais il y avait quelque chose de plus léger dans son expression. Julien, je peux te dire quelque chose? Bien sûr. J'ai rompu avec Philippe. Oh, puis-je demander pourquoi? Parce que j'ai réalisé que je répétais le même schéma. Mentir, cacher, prétendre des sentiments qui n'existaient plus. Et comment tu gères ça? Je suis en thérapie aussi. J'essaie de comprendre pourquoi je choisis toujours des chemins compliqués au lieu d'être honnête sur ce que je veux. J'ai été surpris par la vulnérabilité de sa réponse. C'est courageux de ta part. J'ai appris de toi. J'ai découvert que faire semblant d'être heureux est aussi malhonnête que faire semblant d'être malade. Nous sommes restés silencieux un instant, absorbant l'ironie de la situation. Nous avions eu besoin de mensonges et de trahison pour enfin être honnêtes l'un envers l'autre. Julien, tu me pardonnes? Je t'ai pardonné, Marie. Tu me pardonnes aussi? Oui, nous nous sommes dit au revoir d'une poignée de main sans amertume, comme deux personnes qui avaient partagé une partie compliquée de leur vie, mais qui étaient maintenant sur des chemins différents. Philippe, en revanche, avait complètement disparu. J'ai essayé de le contacter quelques fois, mais j'ai découvert que mon frère avait déménagé dans une autre région sans laisser d'adresse. La douleur de la trahison familiale était toujours présente, mais j'avais appris que toutes les blessures n'ont pas besoin d'être guéries par la confrontation. Certaines guérissent mieux avec le temps et la distance. Sophie était devenue une présence constante, non seulement chez moi, mais aussi à l'entreprise. Les après-midi après l'école, elle allait souvent au bureau pour faire ses devoirs dans la salle de conférence. Sophie, tu ne préférerais pas rester à la maison à regarder la télévision comme les autres enfants? Lui ai-je demandé un jour. Non, j'aime être ici. Les gens travaillent. Vous travaillez. Je fais mes leçons. C'est comme une grande famille. La réponse de Sophie m'a fait réaliser quelque chose d'important. Elle avait passé tant de temps à observer les gens de l'extérieur qu'elle appréciait maintenant de faire partie d'un groupe, même si c'était un environnement de travail. C'est Chloé, ma réceptionniste, qui a suggéré l'idée qui allait tout changer. Monsieur Moreau, avez-vous déjà pensé à transformer votre histoire en quelque chose qui pourrait aider d'autres personnes? Comment ça? Eh bien, vous avez beaucoup appris sur l'honnêteté. Sophie a appris à avoir une famille. L'entreprise a appris le pardon et les secondes chances. Peut-être pourriez-vous créer un projet pour aider d'autres personnes dans des situations similaires. L'idée est restée dans ma tête pendant des semaines. Pendant ce temps, j'ai remarqué que Sophie continuait à montrer une capacité spéciale à observer et à comprendre le comportement humain. Sophie, je peux te poser une question personnelle? Bien sûr. Quand tu vivais dans la rue, aidais-tu aussi d'autres personnes? Parfois, je connaissais d'autres garçons et filles qui n'avaient pas de maison non plus. Quand je découvrais des choses utiles, comme où il y avait de la nourriture gratuite ou où il était sûr de dormir, je le leur disais. Et tu aimais aider? Oui, j'aimais ça. Ça me faisait me sentir importante, vous savez, comme si je servais à quelque chose d'utile. C'est alors que j'ai eu une idée. Sophie, et si nous créions un endroit où des enfants comme moi et toi pourraient aider des adultes comme j'étais? Comment ça?
Un centre où les personnes qui mentent sur des choses importantes pourraient parler à des enfants qui ont traversé des situations difficiles. Les enfants sont plus honnêtes que les adultes et parfois ils peuvent voir des choses que les adultes ne peuvent pas. Sophie a réfléchi quelques minutes. Vous voulez dire comme un endroit où les gens vont pour arrêter de mentir? Exactement. Et comment les enfants aideraient-ils? En étant honnêtes, en posant des questions que les adultes ont peur de poser, en aidant à voir les situations plus simplement. Sophie a souri avec enthousiasme. J'adorerais faire ça, mais vous croyez que les gens voudraient écouter des enfants? Sophie, tu m'as aidé à changer toute ma vie. Je pense que d'autres personnes aimeraient aussi cette aide. C'est ainsi qu'est né le Centre Regard d'enfants, un centre de soutien où les adultes en situation de crise d'honnêteté pouvaient parler à des enfants formés pour poser des questions importantes sans jugement. J'ai loué un espace au rez-de-chaussée d'un immeuble commercial du centre de Paris. Ce n'était pas luxueux comme mon ancien bureau, mais c'était accueillant, avec des pièces colorées, des meubles confortables et une atmosphère qui invitait à la conversation ouverte. L'équipe initiale était petite. Moi comme coordinateur général, une psychologue nommée de Camille Leroy pour guider les conversations, et 3 enfants entre 10 et 12 ans qui avaient vécu l'abandon ou des difficultés familiales, dont Sophie. Julien, êtes-vous sûr que ça va marcher? A demandé le Dr Camille Leroy pendant la première semaine d'opération. Je ne suis sûr de rien, Dr Camille, mais je sais que si ça a marché pour moi, ça pourrait marcher pour d'autres personnes. Le premier client était un homme de 40 ans nommé Antoine, qui avait menti à sa femme sur la perte de son emploi. Pendant 3 mois, il faisait semblant de partir au travail tous les jours, alors qu'en fait, il restait au parc à chercher du travail ou simplement assis à réfléchir. Sophie a été désignée pour parler à Antoine. Pourquoi n'as-tu pas dit à ta femme que tu avais perdu ton travail? Lui a-t-elle demandé sans tourner autour du pot. Parce qu'elle se serait beaucoup inquiétée. Et maintenant que tu mens, elle ne s'inquiète pas? Que veux-tu dire? Ma mère savait toujours quand mon père mentait. Elle était plus inquiète du mensonge que de la vérité qu'il aurait pu dire. Antoine est resté silencieux un long moment. Tu crois que ma femme se doute de quelque chose? Je ne sais pas, mais je parie qu'elle remarque que tu agis bizarrement. Les gens qui nous aiment remarquent toujours quand quelque chose ne va pas. La conversation n'a duré que 30 minutes, mais Antoine a quitté le centre visiblement soulagé. 2 semaines plus tard, il est revenu pour dire qu'il avait tout avoué à sa femme et qu'ensemble, ils faisaient face à la situation financière. Sophie avait raison, m'a dit Antoine. Ma femme se doutait déjà que quelque chose n'allait pas. Elle a dit qu'elle préférerait 1000 fois la vérité plutôt que de continuer à ne pas savoir ce qui se passait. Des cas comme celui d'Antoine sont devenus fréquents. Le Centre Regard d'enfants a commencé à recevoir des gens avec les types de mensonges les plus variés. Des maris cachant des dettes, des épouses faisant semblant d'être satisfaites de leur mariage, des parents mentant sur des addictions, des enfants cachant des problèmes à l'école. Sophie s'est distinguée comme la plus efficace des conseillers enfants. Son expérience de vie combinée à sa capacité naturelle à observer lui permettait de poser des questions qui allaient droit au cœur du problème. Sophie, comment sais-tu toujours quelle est la bonne question à poser? Lui ai-je demandé un jour. Je ne sais pas. Je pense que quand on a déjà traversé de mauvaises choses, c'est plus facile de comprendre quand d'autres personnes traversent aussi de mauvaises choses. Et pourquoi penses-tu que les gens mentent autant? Parce qu'ils ont peur. Peur de faire du mal à quelqu'un. Peur d'être rejeté. Peur de paraître faible. Mais mentir nous rend le cœur plus faible. J'ai été impressionné par la sagesse de sa réponse. Sophie, as-tu déjà pensé à écrire un livre là-dessus? Là-dessus? Sur la façon d'aider les gens à arrêter de mentir. Sophie a considéré l'idée. Je pense que ce serait cool, mais il faudrait que ce soit un livre simple, que n'importe qui puisse comprendre. Pourquoi simple? Parce que la vérité est simple. Ce sont les mensonges qui sont compliqués. 6 mois après l'ouverture du centre, j'ai reçu un appel inattendu.
C'était d'une émission de télévision locale intéressée par un reportage sur le projet. Monsieur Moreau, nous avons reçu plusieurs recommandations concernant votre travail. Nous aimerions raconter cette histoire. J'ai hésité. L'exposition publique signifiait que ma propre histoire de mensonge serait révélée à des milliers de personnes. Puis-je y réfléchir et vous donner une réponse demain? Bien sûr. Cette nuit-là, j'ai parlé à Sophie de la proposition. Qu'est-ce que tu en penses? Dois-je accepter l'interview? Vous avez peur de ce que les gens vont penser de vous? Oui. Mais n'avez-vous pas créé le centre précisément pour aider les gens qui ont peur de dire la vérité? J'ai souri une fois de plus. Sophie était allée droit au but. Tu as raison. Si je veux aider les gens à être honnêtes, je dois être honnête aussi. Exactement. Et en plus, peut-être que votre histoire aidera d'autres personnes qui mentent sur des choses importantes. L'interview a été diffusée 3 semaines plus tard. J'ai raconté toute mon histoire. La découverte de la trahison de Marie, la décision de faire semblant d'être paralysé, les 2 années de mensonges, la découverte du plan de tutelle et enfin, comment une petite fille des rues m'avait aidé à trouver le courage d'affronter la vérité. Sophie a également participé à l'interview, expliquant comment elle avait découvert ma tromperie et pourquoi elle avait décidé de m'aider. Sophie, quel conseil donnerais-tu aux adultes qui mentent sur quelque chose d'important? A demandé l'animateur. Qu'ils arrêtent de mentir aujourd'hui parce qu'avec chaque jour qui passe, le mensonge devient plus grand et plus difficile à défaire et il y a toujours quelqu'un qui aidera si on a le courage de demander. L'impact de l'interview a été extraordinaire. Le Centre Regard d'enfants a reçu des centaines d'appels de personnes intéressées par le travail. Certaines voulant de l'aide, d'autres voulant aider. J'ai dû développer le projet, embaucher plus de psychologues et inclure plus d'enfants dans l'équipe. Le centre a commencé à fonctionner en 2 équipes et a également mis en place des sessions en ligne pour les personnes d'autres villes. Julien, imaginez-vous que ça atteindrait ce point? A demandé le Dr Camille Leroy lors d'une réunion d'équipe. Jamais. Je voulais juste arrêter de mentir et aider Sophie à avoir une meilleure vie. Je ne m'attendais pas à ce que cela puisse aider tant de gens. Et comment vous sentez-vous maintenant? J'ai regardé par la fenêtre du centre où j'ai vu Sophie jouer dans le petit jardin avec d'autres enfants du projet. Je sens que j'ai trouvé ma place dans le monde. Pendant des années, j'ai pensé que ma valeur était dans les euros que je possédais ou le succès de l'entreprise. Ensuite, j'ai pensé que c'était dans la pitié que les gens me portaient. Maintenant, je sais que c'est dans la possibilité d'aider les autres à trouver leur propre vérité. 1 an après l'ouverture du centre, j'ai reçu une lettre qui m'a profondément ému. C'était d'Antoine, le premier client du projet. Julien et Sophie, je veux vous dire que ma vie a complètement changé après avoir parlé avec Sophie. Non seulement j'ai trouvé un nouvel emploi, mais mon mariage est devenu plus fort. Ma femme a dit qu'elle admirait mon courage de dire la vérité plus qu'elle n'admirait le fait que j'ai trouvé du travail. Plus important encore, j'ai commencé à parler à mes enfants de l'importance de l'honnêteté. Je leur ai parlé de vous, de la façon dont une fille courageuse a aidé un adulte à arrêter de mentir. Merci d'exister, Antoine. J'ai montré la lettre à Sophie qui a souri fièrement. Tu sais ce qui me rend le plus heureuse dans tout ça, a-t-elle dit. Quoi? C'est que maintenant, quand j'aide les gens, ils n'ont pas faim ou froid comme quand j'aidais dans la rue. Ils souffrent à l'intérieur. Mais c'est une souffrance qui peut être guérie avec la conversation. Et lequel penses-tu être le plus difficile à guérir? Oh, c'est vrai, hein? La faim ou les mensonges? Sophie a réfléchi un instant. La faim est plus urgente, mais les mensonges sont plus dangereux. On résout la faim avec de la nourriture. On ne résout les mensonges qu'avec du courage. J'ai serré Sophie dans mes bras, ressentant une immense gratitude d'avoir cet enfant extraordinaire dans ma vie. Sophie, tu m'as sauvé la vie. Vous avez sauvé la mienne aussi. Comment ça? C'est vous qui m'avez aidé. Vous m'avez donné une famille. Vous m'avez donné un foyer, une école et un travail que j'aime. Mais plus important encore,
Vous m'avez montré que je peux utiliser les mauvaises choses qui me sont arrivées pour aider d'autres personnes. J'ai senti mes yeux s'embrouer. Sophie, veux-tu que je sois ton père officiel? Officiel? Comment tu aimerais que je t'adopte légalement pour que tu t'appelles Sophie Moreau et que nous soyons une vraie famille? Sophie m'a regardé avec des yeux brillants. Vous voulez vraiment être mon papa? Je veux ça plus que tout au monde. Alors oui, je veux être votre vraie fille. Le processus d'adoption a pris 6 mois pour être achevé. Pendant cette période, Sophie et moi avons continué à travailler au centre, aidant les gens à surmonter leurs mensonges et à trouver des chemins plus honnêtes pour leur vie. Le jour où l'adoption a été finalisée, j'ai organisé une petite fête au Centre Regard d'enfants. Tout le personnel était présent, quelques enfants du projet, plusieurs clients devenus amis, et même Chloé, qui était devenue une sorte de tante pour Sophie. Tout le monde, ai-je dit pendant le toast. Je veux vous remercier tous d'avoir fait partie de ce voyage. Il y a 2 ans, j'étais un homme qui faisait semblant d'être paralysé pour cacher sa douleur. Aujourd'hui, je suis le père d'une fille incroyable et le coordinateur d'un projet qui aide les gens à trouver leur propre vérité. Sophie a demandé à prendre la parole aussi. Je voulais dire qu'il y a 1 an, j'étais une fille qui dormait cachée dans des immeubles et qui n'avait personne au monde. Aujourd'hui, j'ai un père, une famille, des amis et un travail que j'aime. Mais tu sais ce que j'ai appris de plus important? Que les bonnes personnes existent et que parfois elles ont juste besoin de quelqu'un pour les aider à redevenir bonnes. La fête s'est terminée avec Sophie et moi plantant un arbre dans le jardin du centre, symbolisant notre croissance à tous les deux et l'espoir que le projet continuerait à aider les gens pendant de nombreuses années. Cette nuit-là, à la maison, j'ai bordé Sophie dans son lit pour la première fois en tant que son père officiel. « Papa? »« Oui, ma puce. Tu regrettes quelque chose de ce qui s'est passé? » J'ai réfléchi attentivement à ma réponse. Je regrette d'avoir menti et d'avoir causé de la douleur inutile à plusieurs personnes, mais je ne regrette pas les conséquences, car elles m'ont apporté toi et notre travail au centre. Je ne regrette pas non plus d'avoir vécu dans la rue, parce que c'est ce qui m'a appris à observer les gens et à comprendre quand ils souffrent. Sophie, tu crois que tout ce qui s'est passé avait un but? Je ne sais pas si ça avait un but, papa, mais je pense qu'on peut donner un but aux choses qui nous sont arrivées. J'ai embrassé le front de Sophie. Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, mon papa. 2 ans après l'adoption, le Centre Regard d'enfants était devenu une référence nationale en thérapie assistée par l'enfant. J'avais écrit un livre sur l'expérience, tous les revenus étant destinés à l'expansion du projet. Sophie, maintenant âgée de 14 ans, était devenue une conférencière recherchée dans les écoles et les entreprises, parlant d'honnêteté, de courage et de seconde chance. Elle continuait à travailler au centre les week-ends, mais sa priorité était ses études. « Papa, j'ai décidé ce que je veux faire quand je serai grande. » Qu'est-ce que c'est? Je veux étudier la psychologie pour mieux comprendre pourquoi les gens mentent et comment les aider scientifiquement. C'est un excellent choix. Tu as déjà beaucoup d'expériences pratiques. Oui, mais je veux comprendre la théorie aussi. Comme ça, je pourrais aider plus de gens. J'ai souri fier de la détermination de ma fille. Sophie, tu sais que peu importe ce que tu choisiras de faire dans la vie, tu seras toujours ma plus grande réussite. Papa, arrête d'être dramatique. Sophie a ri. Votre plus grande réussite est d'avoir arrêté de mentir. Je ne suis qu'une heureuse conséquence. Tu penses vraiment ça? Oui, parce que si vous n'aviez pas arrêté de mentir, vous ne seriez jamais devenu la personne que je voulais avoir comme père. La simplicité et la profondeur de l'observation de Sophie m'ont laissé sans voix. Elle avait tellement grandi, mais elle avait toujours cette capacité unique de voir l'essence des choses. Cette même année, j'ai reçu une invitation inattendue. La mairie voulait m'honorer en tant que citoyen de l'année pour le travail du Centre Regard d'enfants. Sophie, tu crois que je devrais accepter? Pourquoi ne voudriez-vous pas accepter?
Parce que je me sens bizarre d'être honoré pour un travail qui est né de mon propre mensonge. Papa, vous n'êtes pas honoré pour le mensonge. Vous êtes honoré pour avoir eu le courage d'arrêter de mentir et pour avoir utilisé votre expérience pour aider les autres. Tu as raison. J'ai toujours raison. Sophie a souri malicieusement. Et en plus, l'honneur n'est pas seulement le vôtre, c'est le nôtre, de tous ceux qui travaillent au centre. La cérémonie de remise des prix a été émouvante. Je suis monté sur scène accompagné de Sophie et de toute l'équipe du centre. Dans mon discours, j'ai tenu à préciser que le véritable mérite appartenait à une fille courageuse qui avait choisi d'aider au lieu de chercher la vengeance. Le centre Regard d'enfant existe parce qu'une enfant de 10 ans a eu le courage d'affronter un adulte menteur. Sophie Moreau m'a appris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours plus libératrice que le mensonge le plus confortable. Sophie a également pris la parole, représentant tous les enfants du projet. Je veux dire à tous les adultes qui sont ici, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de nous, les enfants. Nous ne vous jugeons pas pour les mauvaises choses que vous avez faites. Nous voulons juste vous aider à faire les bonnes choses à partir de maintenant. Le discours de Sophie a été accueilli par une ovation de 5 minutes. Après la cérémonie, père et fille ont marché ensemble sur la place où tout avait commencé des années auparavant, lorsque Sophie dormait cachée dans des immeubles commerciaux. Sophie, tu te souviens de la première fois que tu m'as vu faire semblant de marcher dans le parking? Je me souviens, vous aviez l'air si triste à ce moment-là. Triste? Oui, même en faisant des exercices, vous aviez le visage de quelqu'un qui porte un très lourd fardeau. Et maintenant, comment j'ai l'air maintenant? Sophie a regardé son père attentivement. Maintenant, vous avez l'air léger, comme si vous aviez découvert que vous pouviez voler. J'ai ri de la comparaison poétique de ma fille. Tu sais, Sophie, je me sens vraiment comme ça, comme si j'avais appris à voler. Et moi, j'ai l'impression d'avoir appris à avoir des racines. Des racines? Oui, avant, je flottais sans endroit fixe, sans savoir où j'allais atterrir. Maintenant, j'ai vous, notre maison, notre travail. J'ai des racines profondes. Je me suis arrêté de marcher et j'ai serré Sophie dans mes bras au milieu de la place. Je t'aime, ma fille. Je vous aime aussi, mon père. En nous serrant l'un contre l'autre, j'ai réfléchi à la façon dont la vie pouvait être surprenante. J'avais commencé ce voyage en tant qu'homme brisé, mentant sur mon état physique, pour essayer de retrouver l'amour d'une femme qui ne m'aimait plus. Et je l'avais terminé en tant que père épanoui, aidant les gens à trouver leur propre vérité. Le mensonge qui m'avait presque détruit s'était transformé en l'expérience qui m'avait sauvé. La douleur que j'avais essayé de cacher était devenue l'outil que j'utilisais pour guérir la douleur des autres. Et tout cela grâce à une fille courageuse qui aurait pu utiliser mon secret à son propre avantage, mais qui avait choisi de l'utiliser pour aider. Et aujourd'hui, aucune idée. Parfois, je pense que c'était le mieux qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur monumentale en commençant tout ça. Probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est évident, rien n'est parfait. Mais cette vie, c'est la mienne et elle est pleine de promesses et de défis à venir. Et Sophie est là. C'est tout ce